Bonjour, je suis Juliette du think tank Annexion. Je suis avec Thomas Gestin de Parlons Futur pour réagir à sa dernière newsletter. Donc Thomas, dans ta dernière newsletter, tu mentionnes que des données récentes ont montré que le déclin des compétences humaines et que cela coïncide avec l'arrivée des smartphones autour de 2012. Est-ce que tu peux nous en dire plus et sur quel type de comportement ça a été observé? Tout à fait, merci Juliette. Alors oui, je voudrais qu'on parle de l'intelligence humaine. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast, mais là j'aimerais qu'on parle de l'intelligence humaine et en fait de son déclin. Alors ça paraît contre-intuitif, mais en fait ça semble être bien le cas. Et en fait, je voudrais prendre un peu de recul et remonter très longtemps en arrière et arriver à la fin à effectivement ce qu'on constate dernièrement. Alors déjà, euh, je considère qu'il y a on va dire peut-être cinq grands types d'intelligence. Alors, il y a l'intelligence humaine euh, individuelle, voilà, vraiment la capacité brute de réflexion et de compréhension que peut avoir un individu tout seul, à qui on a retiré Internet et toutes sortes de prothèses mentales, et qui est capable, comme ça, seul face à sa copie, de résoudre toutes sortes de problèmes. On va dire que ça, c'est l'intelligence humaine individuelle brute. Après, il y a l'intelligence humaine collective. Alors là, ça peut être intelligence, hein, au sens de capacité à résoudre des problèmes. Donc, ça peut être l'intelligence manifestée par une équipe, par une entreprise, par un pays, par l'humanité aujourd'hui, ou par l'humanité depuis ses débuts. Donc, voilà un autre concept d'intelligence. Après, je considère aussi l'intelligence euh, euh, animale non humaine, puisque en dehors d'Homo sapiens, en fait, on s'aperçoit que les animaux sont capables de formes d'intelligence incroyables, aussi bien nos cousins, les singes, que en fait aussi d'autres mammifères, mais même les oiseaux, euh, les, les perroquets, les corbeaux, en fait, ont une intelligence incroyable. Et en fait, pour un volume donné de cerveau, pour un centimètre cube de cerveau, ils ont bien plus de neurones que nous-mêmes. Ils ont une densité neuronale pour un volume donné qui est plus grand. Alors, ils ont des toutes petites cervelles, mais en fait, ça fait que un corbeau va pouvoir manifester plus d'intelligence que même certains singes. C'est assez dingue. Donc, et même les insectes, on assiste à des comportements incroyables avec les abeilles, même les poissons. Il y a des exemples comme ça complètement dingues. Donc, l'intelligence animale non humaine, c'est quelque chose à part aussi incroyable. Ça, pour moi, c'est le troisième type. Le quatrième type, ça va être l'intelligence artificielle, bien sûr. Alors là, on en a parlé déjà abondamment. On assiste à de gros progrès. On verra bien jusqu'où ça ira. Sans doute que ça dépassera peut-être l'intelligence humaine. On verra bien. Après, il y a l'intelligence extraterrestre. Alors ça, elle est spéculative, on n'en sait rien. Mais on se dit que l'univers est tellement grand qu'il y a peut-être un endroit, une planète où la vie a pu évoluer et où la vie intelligente a sans doute pu évoluer. Mais même en fait, alors derrière, il y a eu dernièrement, là je fais une grosse digression, mais on va prendre le temps dans ce podcast de parler d'intelligence. Il y a eu des signaux qui ont été interprétés par le télescope James Webb, qui est dans l'espace, émanant d'une planète très lointaine à 120 années-lumière, des signaux tels que en fait, ça n'est possible que s'il y a une forme de vie sur cette planète, mais une forme de vie microbienne a priori. C'est juste parce qu'en fait, dans l'atmosphère de cette planète, on a identifié a priori des molécules qui ne sont possibles que s'il y a une activité biologique. Donc ça veut dire qu'il y aurait des microbes, et des microbes, alors ils ne sont pas très intelligents, mais la vie, c'est déjà une forme d'intelligence. Il faut résoudre des problèmes, faut se maintenir en vie, donc il y a déjà des petits processus à une toute petite échelle. Donc là, c'est un tout petit début peut-être d'embryon d'intelligence extraterrestre, mais peut-être qu'on découvrira des choses encore plus dingues plus tard, ou peut-être qu'on trouvera rien, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, ça c'est la quatrième forme d'intelligence. Euh, la cinquième forme d'intelligence. Alors attendez, là donc j'ai dit les deux formes d'intelligence humaine, l'intelligence animale non humaine, l'intelligence artificielle, l'intelligence voilà, et l'intelligence extraterrestre, la cinquième. Et en fait, il y en a peut-être une sixième en bonus, qui est une intelligence qui se baserait sur un substrat biologique, donc c'est-à-dire un cerveau animal, mais qu'on aurait rebricolé en laboratoire. Donc ça commence déjà à se faire. On prélève des cellules nerveuses, des neurones, et on les cultive en laboratoire, et ils s'agglomèrent en petites boules, et en fait on les stimule, et de façon en fait sensée, et on a été capable de justement de commencer à utiliser ces petites boules de neurones qu'on fait grossir en laboratoire
pour résoudre des problèmes très simples. On parle même de fabriquer des ordinateurs comme ça, qui s'appuient sur un substrat biologique, donc des neurones, des cellules nerveuses, et qu'on va entraîner, un peu comme on entraîne des large language models. Bah là, en fait, on va entraîner cette boule de neurones à réagir de telle ou telle façon, en fonction de tel ou tel stimulus. Et donc ça, c'est un début de forme d'intelligence. Et donc Dieu sait où ça peut nous mener. À mon avis, il y aura de la régulation, mais si on cultive des boules de neurones de plus en plus grosses et qu'on les entraîne de façon dédiée pour résoudre tel ou tel type de problème, on pourra aboutir à des formes d'intelligence comme ça, hybrides, assez dingues. Donc ça, c'est la sixième en bonus. Mais là, je voudrais revenir sur voilà, ce qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir l'intelligence humaine et individuelle pour commencer, et ensuite au niveau de la société. En anglais, on parle de collective brain. Et je voudrais en revenir au point de départ. Là, le point de départ, c'est le moment à partir duquel on s'est séparé de la branche qui a ensuite donné les singes. Donc, c'était il y a 6 millions d'années. Hein. C'est l'ancêtre commun qu'on a avec les chimpanzés, qui est notre cousin le plus proche. Il était il y a 6 millions d'années. Après, on a divergé. Donc, qu'est-ce qu'on a eu de plus que, en gros, les chimpanzés, et qui fait de nous ce qu'on est? Donc là, on remonte loin dans le temps, hein, tu vois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, nos ancêtres étaient comme des singes dans les arbres. Alors, ils avaient en fait 4 mains parce qu'ils se déplaçaient comme ils voulaient. Ils avaient déjà un certain cerveau, parce qu'en fait, même un chimpanzé aujourd'hui est relativement très. Il est capable d'embarquer l'équivalent d'une trousse à outils, donc plusieurs outils pour aller se déplacer et aller régler un problème qui va supposer d'utiliser les 3 outils successivement. Donc ça veut dire qu'on planifie plusieurs actions à l'avance. Donc un chimpanzé est capable de ça. Donc on était déjà très intelligent du fait de vivre dans les arbres, d'avoir à grimper, de se protéger des prédateurs. Donc ça, c'est l'intelligence de départ. Mais comment on a fait pour aller encore plus loin? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un changement climatique en Afrique, et la savane est apparue. Puis on a commencé un peu à descendre de l'arbre, hein, on connaît l'histoire, et on s'est aventuré dans la savane. Et alors évidemment, ça a pris des- des millions d'années en fait. Mais en arrivant dans la savane, il s'est passé plusieurs choses. Alors déjà, alors bon, pour la petite histoire, les mains n'ont pas évolué à partir de nos pieds. En fait, on avait 4 mains, parce qu'on regarde les singes, en fait, ils ont 4 mains, ils n'ont pas vraiment des pieds. Et en fait, c'est juste que nos mains du bas se sont transformées progressivement en pieds. Ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, quand on a commencé à aller dans la savane, il a fallu se relever pour voir le danger arriver, au-dessus des feuillages, des herbes. Et donc, en se tenant debout, en fait, la colonne vertébrale peut supporter un cerveau de plus en plus gros. Et donc, ça a permis une croissance de la taille du cerveau. Donc, en cette phase-là, on était en train de devenir de plus en intelligent. Donc là, il y a une croissance de la taille du cerveau, parce que l'intelligence, au sens large, la capacité à résoudre des problèmes, à commencer par la survie, est conditionnée en partie par la taille du cerveau, mais aussi par le nombre de neurones. Sachant qu'on peut avoir voilà, des cerveaux plus ou moins denses en neurones. On a vu la différence avec les oiseaux qui ont des cerveaux très denses en neurones, mais qui sont petits cerveaux. Et donc, bon, je vais un peu vite en besogne, mais plus le cerveau grossit, a priori, plus on est, on va dire, capable. Et c'est ce qui a commencé à se passer, parce qu'on se tenait debout, donc notre colonne vertébrale pouvait soutenir plus de poids. Ça, c'est la première chose. On a enclenché un cercle vertueux, parce que en libérant nos mains, en fait, on s'est mis à manipuler toutes sortes d'objets, et donc ça a stimulé notre réflexion, et puis donc ça nous a progressivement, hein, génération après génération, conduit à être de plus en plus intelligent. Et aussi, en fait, quand tu es dans la savane, tu es beaucoup plus vulnérable que quand tu es dans les arbres. Donc, c'est-à-dire que pour te défendre face aux prédateurs, tu dois absolument travailler en équipe et et bien te comporter en société. Donc là, il y a eu un énorme développement, et c'est ce qui nous différencie aussi fondamentalement des singes, c'est qu'il y a eu un énorme développement de la sociabilité. Il a fallu qu'on arrive à interpréter les comportements sociaux, bien se tenir en société, et donc on est devenu de plus en plus sage, en fait, de moins en moins agressif, parce que quelqu'un d'agressif, bah, il se met tout le monde à dos, et le groupe dépérit et finit par disparaître. Alors que ceux qui étaient plus enclins à la collaboration, bah, ils survivaient, ils arrivaient à mieux coopérer. Et donc on est devenu un peu plus sage, un peu moins agressif. Alors on l'est resté encore très largement, mais moins qu'avant. Euh, et, euh, et donc, voilà, cette capacité à collaborer nous a rendus plus intelligents aussi. Et ce que ce cercle vertueux a aussi enclenché par ailleurs, comme je disais, c'est qu'on s'est mis de plus en plus à bricoler, et on a fini par maîtriser le feu. Ça, le feu, c'est aussi très important, parce que quand on maîtrise le feu, en fait, on va pouvoir cuire les aliments. Et quand on cuit les aliments, on a
moins besoin, c'est pour mâcher les aliments. On a moins besoin de passer de temps et on a moins besoin de dépenser d'énergie à digérer les aliments. Donc en fait, quand on est dans un environnement de survie où chaque calorie va compter, bah, toutes les calories que je n'ai pas à utiliser pour mâcher, pour tirer, je peux l'utiliser à faire autre chose, notamment à réfléchir. Et notamment si j'ai besoin de mâcher, parce qu'il faut bien comprendre que quand on mangeait de la viande crue, on mâchait pendant 5 heures par jour, on était en train de mâcher de la viande crue, quoi. C'était une vie assez dingue. Donc à partir du moment où on a pu cuire la nourriture, notamment la viande, on a pu passer moins de temps à mâcher. Et donc, en fait, les mâchoires se sont un peu réduits en volume, les muscles des mâchoires, et ça a libéré de la place pour la croissance aussi du cerveau. Donc voilà, le fait de domestiquer le feu, de commencer à manger de la viande cuite, ça a permis au cerveau de continuer un peu à grandir. Euh, et voilà, parce qu'aussi on avait plus d'énergie disponible, parce qu'on digérait mieux les aliments, on avait besoin de dépenser moins d'énergie pour digérer les aliments et on les digérait mieux, donc on libérait plus de nutriments. Donc tout ça a été une phase, pour le coup, de croissance de l'intelligence humaine. On était dans des milieux encore très dangereux où il fallait être absolument au taquet, aux aguets, voir ce qui se passait, travailler équipe. C'était en fait le summum de l'intelligence même individuelle pour l'humanité. Et ce qui s'est passé il y a 10-20 000 ans, et notamment, alors, ça a coïncidé précisément avec le fait de devenir comment dire, sédentaire et l'apparition de l'agriculture, c'est que il y a eu un basculement. En fait, on avait moins besoin d'être individuellement intelligent, euh, parce que de toute façon, on pouvait se reposer sur les autres, parce qu'en fait, on se spécialisait de plus en plus. Et là, c'est l'intelligence, j'en parlais tout à l'heure, humaine collective qui a pris le relais. En fait, c'est la culture. En fait, la culture, l'accumulation du savoir. Et il y a eu un transfert qui s'est fait de l'intelligence individuelle brute, absolument nécessaire pour survivre dans un environnement très hostile, à un environnement un petit peu moins hostile, où on est plus nombreux et en fait, d'intelligence en tant que telle, parce qu'en fait, on va se reposer sur le savoir accumulé par ces embryons de société, génération après génération. C'est Et ça, pour le coup, ça, c'est pas du tout possible chez les animaux. Genre, à eux tous, ils n'ont pas une forme aussi d'intelligence collective en fonction des différentes espèces, etc. mais plutôt impressionnant. Et d'ailleurs, en fait, alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce qui s'est passé, c'est que plus, en fait, et c'est un peu ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est que on est devenu un peu moins intelligent en termes à titre individuel, mais l'humanité en tant que telle est devenue plus intelligente, c'est-à-dire qu'elle est capable d'envoyer sur la Lune, on est capable d'explorer prodigieux. Mais individuellement, a priori, voilà, comme la taille de cerveau diminue depuis 10 minutes, en fait, depuis 10 ans, parce qu'on a perdu l'équivalent ça va continuer. Et d'ailleurs, on a quelqu'un a priori remplacé ou assimilé. Parce on a même des gènes de Néandertal en dehors d'Afrique, a priori, et, mais pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a eu des mélanges, mais entre guillemets dominés et assimilés. On les a pas nécessairement exterminés, mais voilà, on a laissé beaucoup plus de traces qu'eux aujourd'hui dans le génome. Et donc, les hommes de Néandertal avaient un plus gros cerveau que le nôtre. Donc, en fait, d'une certaine manière, euh, voilà, on a perdu en taille de cerveau et on est devenu un peu moins intelligent à un niveau individuel depuis 10 000 ans, mais ça a été plus que compensé par cette croissance en intelligence de la société. Et en fait, chez certains animaux, on n'est jamais monté aussi haut que chez nous en termes d'intelligence individuelle brute, mais euh, si tu prends des espèces au sens plus large, elles peuvent développer une espèce d'intelligence collective incroyable. Et je prends l'exemple des abeilles avec la ruche ou des fourmis avec la fourmilière. Une fourmi, il y a quasiment aucune intelligence individuelle. Enfin, s'il y en a, mais elle est très limitée. Elle est principalement encodée dans les gènes. Elle est pas très adaptable en tant que telle. Elle suit un programme. Mais toutes ces fourmis ensemble, eh ben, elles déploient une espèce d'intelligence collective avec la fourmilière assez incroyable. Et pareil pour les abeilles. Donc on retrouve ces phénomènes d'intelligence collective, notamment chez les insectes. C'est assez impressionnant. Mais eux, ils sont allés à l'extrême de la spécialisation et de l'intelligence collective au détriment de l'individu. Chaque individu est en fait, je vais dire bête, mais non, très simple en fait dans ses capacités à, à traiter l'information. Alors nous, on n'est pas allé aussi loin que les fourmis, donc on a encore conservé énormément d'intelligence à titre individuel, mais on en a perdu un petit peu.
il faut bien comprendre que avant l'essor, on va dire, de l'agriculture, on était dans des environnements très très hostiles. On risquait sa vie chaque jour. Il fallait vraiment être au taquet. Et, euh, et par exemple, donc on reposait, la survie reposait notamment sur la chasse. Et la chasse était très très difficile. On explique que les meilleurs chasseurs, enfin, on devenait le meilleur chasseur possible autour de 35 ans. Donc, on mettait énormément de temps à connaître toutes les techniques. Et par exemple, je te pose une question. À l'époque préhistorique, un chasseur qui a 18 ans, tu penses qu'il est capable de ramener de la nourriture pour combien de personnes tu vois il est capable de nourrir combien de personnes, un chasseur qui a 18 ans, grâce à ses efforts? Bah, pas beaucoup, hein. Déjà, s'il arrive à se nourrir lui-même, c'est pas mal, non? Ouais, ben en fait, c'est ça. Un chasseur, à cette époque-là, à 18 ans, il n'arrive même pas à se nourrir lui-même. T'imagines? Ok, Tu d'accord. prends Ouais. un garçon dans la force de l'âge à 18 ans, c'est là où on a peut-être la meilleure vitesse, la meilleure endurance. En fait, il est même pas capable, dans un environnement hostile qu'est celui de la survie à l'époque, il est même pas capable de se nourrir lui-même. Il a besoin du soutien des chasseurs plus âgés, plus expérimentés, qui vont être moins forts physiquement. Donc, tout ça pour dire que c'est un environnement extrêmement difficile et où, en fait, faire le mauvais choix peut condamner un clan. Donc, il y a une sélection naturelle extraordinaire. Mais plus on arrive à s'émanciper de cet environnement hostile, moins on a besoin d'être intelligent parce qu'on va reposer en échange sur la culture. Donc, ça va être les bons conseils des grands-parents, les traditions à suivre, qui en général, les traditions, elles apparaissent parce que c'est une façon de se maintenir en vie et après, on continue à les suivre. On ne sait même plus pourquoi, mais à l'origine, c'était parce que ça te permettait de survivre, notamment les interdits alimentaires dans plein de religions, ça vient aussi de là, tu vois. Donc, plus on a pu se délester sur la culture, plus c'était simple, parce qu'après, en fait, être très intelligent, ça consomme beaucoup d'énergie, et donc on préfère utiliser cette énergie à autre chose. Donc il y a eu des mutations. En fait, le génome de l'être humain n'a jamais autant évolué, on va dire, entre guillemets, que sur les 10 dernières, les 10 derniers milliers d'années. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de changements avant, mais si on prend une période de 10 000 ans, là où il y a eu plus de changements, ce sont sur les 10 derniers milliers d'années, où il s'est passé énormément de choses. On a appris à digérer le lactose parce qu'on a commencé à domestiquer les animaux, à boire leur lait. Donc il y a plein de changements comme ça. Pareil, hein, comme je te dis, depuis qu'on a alors le feu, on le maîtrise depuis maintenant plusieurs dizaines de milliers d'années, mais vraiment le corps a changé. Les mâchoires sont réduites, etc. Donc en fait, de la même façon qu'on domestique les animaux et qu'on commence avec des loups, on finit avec des chiens, mais en fait, on s'est domestiqué nous-mêmes. On est devenus de plus en plus sages, de plus en plus sociaux, de moins en moins violents et un peu moins intelligents, voilà, depuis 20 000 ans. Par contre, la société, elle, enfin, les différentes sociétés humaines, elles n'ont eu de cesse de se raffiner, de s'améliorer, avec des soubresauts, bien sûr, mais jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, on est passé de la tradition orale à la tradition écrite, l'imprimerie, les ordinateurs, Internet, maintenant l'intelligence artificielle. Donc, c'est assez dingue. Donc, mais un être humain pris à part, aussi intelligent qu'il soit, aujourd'hui, tu le mets dans la nature, il est perdu. Ou même, tu prends un iPhone ou n'importe quel objet, il n'y a aucun être humain qui peut comprendre comment il marche, peut-être de A à Z, ou de le faire lui-même. N'importe quelle entreprise ou objet dont on profite aujourd'hui, c'est le fruit du travail de milliers d'êtres humains. Et donc, ça doit nous rendre humbles. Donc, voilà, l'intelligence humaine, c'est d'abord avant tout, dans ce qu'elle a d'impressionnant, c'est d'abord avant tout l'intelligence collective, ce qu'on est capable de faire collectivement. Mais individuellement, on est impressionnant aussi, mais en fait, on l'est moins qu'avant. C'est ça qui paraît dingue. Donc, tu vois, il y a une évolution comme ça au fil des milliers d'années, depuis qu'on est devenu, comment dire, des agriculteurs. On explique aussi que depuis qu'on a domestiqué le loup, hein, pour en faire le chien, on lui a délégué aussi aux facultés d'éveil, parce que voilà, c'est le chien qui monte la garde, qui me réveille la nuit s'il y a des problèmes. Et donc, en fait, il y avait une bonne partie de notre cerveau qui servait justement à être constamment en alerte, à essayer de comprendre tout ce qui se passait autour de nous, etc. Et ça, c'est très lourd d'un point de vue cognitif. Et donc, absolument, on a pu vivre dans des environnements un peu moins hostiles, en partie peut-être grâce au fait d'avoir domestiqué toute une série d'animaux. Encore une fois, on avait besoin d'être un peu moins intelligent de ce point de vue-là. Et là, je parle d'intelligence, mais l'intelligence, en fait, c'est une capacité à résoudre des problèmes, à commencer par la survie, et c'est une somme de capacités cognitives. Mais ces capacités cognitives, elles vont évoluer au fil du temps et des besoins, et elles vont varier d'une espèce à l'autre. Par exemple, chez les êtres humains, ça a toujours été crucial d'avoir le sens de l'orientation.
depuis très longtemps, pour ne pas se perdre, pour retrouver son chemin. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on en a peut-être un peu moins besoin avec le GPS. Donc, il y a eu des études qui montraient que les chauffeurs de taxi à Londres, alors avant le GPS, ils étaient très éveillés, leur cerveau était constamment en alerte, ils réfléchissaient mieux, etc. Et maintenant qu'il y a le GPS, en fait, leur cerveau s'endort complètement pendant toute leur journée de travail. Et on imagine bien que, voilà, Ouais. génération après génération, ça ne peut pas aider comme ça à stimuler. Ah oui, donc en fait, tout ce qui demandait de nos capacités cognitives avant, on est en train de les changer par Voilà, ça évolue. des outils du quotidien C'est ça. qui sont avec de l'IA Il y a une derrière, quoi. coévolution avec les outils qu'on utilise, avec le mode de vie. Alors après, on pourra dire, ouais, on est plus ou Mhm. moins intelligent. Bah, par rapport aux capacités cognitives d'hier, on est moins intelligent, mais le sens même de l'intelligence va changer parce qu'on va avoir besoin de nouvelles capacités cognitives. Et justement, le principe du QI, en fait, le QI, c'est un ensemble de tests qui va mesurer un certain nombre de capacités cognitives dans nos mondes modernes. Très bien. Mais si les problématiques auxquelles on va avoir affaire diffèrent, le QI tel qu'on le mesure aujourd'hui n'aura plus de valeur. Il mesure, c'est une évaluation, on va dire, approximative de l'intelligence au sens de de nos capacités cognitives du moment codifiées par des espèces de tests qui valent ce qu'ils valent. Donc c'est très réducteur. Et donc un truc drôle à montrer, c'est que, par exemple, on va prendre une capacité cognitive comme la mémoire, ou la mémoire à court terme. Euh, est-ce que tu penses que, par exemple, les êtres humains ont la meilleure mémoire à court terme, je ne sais pas moi, par rapport aux singes, a priori? Qu'est-ce que tu dirais? J'en suis pas certaine. Ça m'étonnerait pas que sur ce point-là, les animaux nous battent. Ouais, alors tu vois, c'est assez contre-intuitif. On pourrait se dire la mémoire de court terme. Alors là, en fait, je vais te montrer une vidéo, mais les scientifiques, ils ont mis au point un test où en fait, on t'affiche une série de chiffres de 1 à 9 à différents endroits, tu vois, des cartes, et après, on les masque, et il faut que tu les retapes de 1 à 9 dans le bon ordre, tu vois. C'est la mémoire, comme des fois on te donne un numéro de téléphone, tu t'en souviens, etc. Et donc, bah, figure-toi que en fait, un diplômé d'université va lamentablement perdre face à un chimpanzé, tu vois, sur cette capacité cognitive. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, moi, tu m'aurais demandé, bah non, c'est une des composantes justement de l'intelligence d'aujourd'hui. Plus tu as une mémoire de court terme élevée, bah, plus ça contribue à ton intelligence. Bah, en fait, sur ce point-là, les chimpanzés sont meilleurs que les êtres humains. C'est dingue. Mais Alors, du coup, côté long terme, par contre, ça s'inverse, je suppose. oui, alors sur le long terme, alors, pas forcément, ça dépend encore une fois. Tu vois, par exemple, les écureuils sont capables de mémoriser euh, jusqu'à 1000 emplacements dans la forêt où ils ont pu cacher des noisettes. Et les êtres humains sont incapables de ça. Tu vois, donc un écureuil comme ça, bon, mais il arrive à mémoriser 1000 endroits dans la forêt, il a mis des cacahuètes, enfin, des noisettes, et nous, on n'en est pas capable. Donc en fait, alors évidemment, lui, il sait faire que ça, il le fait très bien. C'est moins flexible que peut-être notre capacité à mémoriser d'autres choses et d'autres concepts, mais tu vois, ça dépend vraiment de la capacité cognitive. Il faut comprendre que l'intelligence, c'est pas monolithique, c'est une somme de capacités cognitives, et en fait, pour certaines de ces capacités cognitives, en fait, les animaux vont être meilleurs que nous. C'est assez dingue. Et ces capacités cognitives, elles ont évolué chez même les hommes depuis la nuit des temps. Et on était meilleurs qu'on est aujourd'hui avant, notamment sur le sens de l'orientation. Encore une fois, si tu n'avais pas un bon sens de l'orientation dans ta tribu il y a 20 000 ans, c'était game over directement. Tu vois. Aujourd'hui, bon, on connaît plein de gens qui n'ont pas un très bon sens d'orientation, c'est pas la fin du monde, tu vois. Donc, il y a eu un déclin de l'intelligence de ce point de vue-là. Mais tu vois, l'intelligence protéiforme, plusieurs capacités. Il y a des capacités, on est devenu meilleur, d'autres, clairement, on est devenu moins bon. Et donc, là, laisse-moi te montrer, ça vaut vraiment le détour. Euh, Ce test avec les singes. Hop. Donc, je vais aussi commenter pour nos amis qui nous écoutent quand nous. Voilà. He must Donc try là, to on a un recall 2 to ingénieur qui, 9 qui in essaie de ascending order. retaper dans le bon ordre les chiffres de 1 à 9 après qu'ils soient cachés. It takes me ages to remember where they're all placed, and Alors, then il I teste, think et I've puis got it. au bout de 3 chiffres, il ne sait plus. It's really very, very difficult. Voilà, échec, échec.
In 30 Voilà. attempts, Chris only once reached 9 without making a Donc, mistake. en gros, ce qu'ils disent, c'est que sur 30 essais, il a réussi qu'une seule fois à aller de 1 à 9, à retrouver où étaient cachés les chiffres dans le bon ordre. As soon as they're blanked Voilà. over, Et chaque fois qu'on cache les it's like chiffres, my mind's j'ai been vraiment du blanked mal over as à les well. retrouver. Et là, maintenant, on a un chimpanzé qui est passé à l'écran. Alors, on lui affiche les chiffres de 1 à 9. Et là, la machine de guerre, quoi. Instantanément, il les retape de 1 à 9. When a Il a fait human en sat deux, the en deux same secondes. test, he correctly remembered the numbers almost 90% du 90% temps. of the Donc nous, time. c'est une fois sur 30, et lui, c'est 90% du temps. Il a vraiment une mémoire photographique incroyable qu'il arrive à appliquer aux chiffres. Donc les chiffres, c'est comme des concepts humains de 1 à 9. Donc moi j'étais scié quand j'ai ça. Je dis, bon, bah, sur cette capacité cognitive, en fait, parce que c'est marrant, tu peux faire le test avec des amis, tu dis, est-ce que tu penses que tu as une meilleure mémoire photographique que moi? Est-ce que tu crois que ça te rend plus intelligent? Ah bah ouais, moi je pense que je mémorise mieux que toi. Bah bravo, en fait, tu fais comme les singes, quoi. Les chimpanzés sont meilleurs que nous là-dessus aussi. Donc sur cette dimension-là, en fait, bravo, tu te rapproches des singes. Donc c'est assez dingue, quoi. Donc voilà, l'intelligence, elle est protéiforme, c'est une somme de capacités cognitives. Et voilà, sur ce point-là, on est tout simplement moins intelligent que les animaux, quoi. Donc c'est assez dingue. Et voilà, donc l'intelligence, elle a décliné de ce fait-là, voilà, depuis qu'on est passé du mode de vie chasseur-cueilleur dans un monde hostile permanent, en fait, au monde euh, agricole. Après, ce qui s'est passé, à partir du début du XXe siècle, on a commencé vraiment à essayer de mesurer l'intelligence justement avec les tests de QI. Et ce qu'on a constaté, alors, ce que les chercheurs ont constaté, c'est que l'intelligence s'est mise à remonter en Europe, telle que mesurée par le QI, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, entre 1900 et 1990. Clairement, chaque année, tu fais un test de la moyenne des êtres humains, enfin, ou des habitants d'Europe, vraiment l'Européen moyen. Ça aurait sans doute été la même chose ailleurs dans les autres pays qui auraient développé leur système éducatif de la même façon, mais l'intelligence moyenne, telle que mesurée au test de QI, elle augmente d'année en année, en fait, de 1900 à 1990. Tant et si bien d'ailleurs que les tests de QI ont besoin d'être complexifiés année après année pour continuer à faire sens et à nous donner une idée de ce que justement les personnes testées arrivent à faire ou pas par rapport au monde dans lequel ils vivent. Donc bon, les tests de QI, on a peut-être déjà tous plus ou moins fait, ou en tout cas on a une idée du genre de questions qu'ils peuvent poser. Mais en gros, un adolescent d'aujourd'hui moyen, enfin disons oui, un adolescent de 1990, moyen, vraiment, d'intelligence moyenne telle que mesurée par le QI, hein, donc encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Si on le ramène en fait, en 1910, il aura un QI de 130, c'est-à-dire qu'en fait, il serait meilleur que 98% de tous ses contemporains. Donc, il serait dans les 2% plus intelligents. En gros, il serait considéré comme un génie, quoi. Ça paraît dingue. Donc, un adolescent en 1990, on le ramène en 1910, entre guillemets, il passe pour un génie. Donc c'est parce qu'en fait, ouais, on est devenu meilleur, alors plus intelligent, encore une fois, tel que l'intelligence peut être mesurée grâce aux tests de QI qui valent ce qu'ils valent. Et inversement, on ramène quelqu'un de 1910 à notre époque et il aurait un QI de 70. Hein. Donc une personne moyenne de 1910 aurait un QI de 70. C'est-à-dire, on le prendrait, on se dirait, mais il a un gros retard mental, quoi. Mais Ça du coup, paraît. les tests de QI, ils évoluent, ils sont adaptés du coup en fonction qu'on Ouais, avance. voilà. Donc, on complexifie. En fait, on a eu de cesse de complexifier les tests de QI depuis le début pour que, en fait, ils continuent à être, pour qu'on n'ait pas augmenté le score. En gros, quelqu'un qui a un Ok. QI de 130 en 1910, c'est quelqu'un de très intelligent en 1910, et quelqu'un qui a un QI de 130 aujourd'hui, c'est quelqu'un de très intelligent tel que mesuré par le QI aujourd'hui. Mais Ok. en fait, celui d'aujourd'hui serait beaucoup, beaucoup plus intelligent que celui de 1910, tel que mesuré par le QI. Et là, on parle des personnes moyennes. Donc, bien sûr, à toutes les époques, il va y avoir des gens très intelligents. Voilà. D'ailleurs, bon, bah, c'est pour ça qu'on a eu de grandes découvertes scientifiques aussi, en tout genre, ou des personnes qui ont marqué l'histoire de l'innovation ou autre. Donc là, je parle de la personne moyenne. Et donc, il donne un exemple. Et par exemple, ils étaient allés voir des paysans russes au fin fond de la Russie il y a très longtemps et ils leur posaient a priori des gens qui continuent à vivre comme vivaient les gens peut-être au début du XXe siècle. Et ils leur posaient des questions du genre si dans cette région, en fait,
Non, ouais, en leur disant, la question c'était s'il y a forcément que des ours blancs là où il y a que de la neige, et que dans cette région il y a que de la neige, euh, de quelle couleur vont être les ours dans cette région? Bah, la question c'est bah, blanc quoi. Et en fait, Ouais. les mecs, ils étaient incapables de répondre ça. Ils disaient non, moi j'ai vu que des ours noirs dans ma vie, donc je peux pas parler de ce que j'ai pas vu. Il y en a un autre qui dit moi j'en sais rien. Par contre, ce sont que des mots. Par contre, si quelqu'un est allé là-bas, il me dit qu'il a vu des ours blancs ou noirs, je le croirais. Enfin, les mecs étaient incapables de, de, de- de prendre du recul et de répondre à la question. Attends, c'est pourtant simple. Il ne peut y avoir des ours blancs que là où il n'y a que de la neige. Là-bas, il n'y a que de la neige. De quelle couleur sont les ours? Bah, ils sont blancs. C'est incapable de traiter cette question. Ouais. Mais La réponse et est dans donc la. là, on se dit, et nous, on y arrive très facilement, mais en fait, c'est une question. Alors, la question qu'on doit se poser, mais pourquoi il y a eu pour le coup, une remontée de l'intelligence? Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a, l'intelligence, il y a ton potentiel d'intelligence que tu as, on va dire, à la naissance, si la grossesse d'ailleurs de ta mère s'est bien passée. Et puis après, il y a à combien enfin, dans quelle mesure tu vas pouvoir le réaliser, ton potentiel. Donc, le potentiel d'intelligence, lui, il a décru depuis 10 000 ans, le potentiel d'intelligence. Après, le potentiel d'intelligence, il va se révéler plus ou moins. Pourquoi s'il a décru? En fait, ce qui s'est passé à partir du XXe siècle, c'est que le potentiel d'intelligence qu'on arrive à révéler, c'est très largement amélioré, justement, du fait de toutes sortes de progrès. Donc, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. Euh, Peut-être que les grossesses et les accouchements se passent bien mieux. Donc, voilà, progressivement, au fur et à mesure du XXe siècle, les mères ont fait beaucoup plus attention à ce qu'elles faisaient pendant leur grossesse, donc meilleure nutrition, pas de drogue, pas d'alcool, etc. Donc ça joue énormément sur le développement du fœtus et du cerveau du fœtus. Ensuite, dans l'enfance, une meilleure nutrition, ça fait toute la différence. Parce que même aujourd'hui encore, dans les pays où les enfants sont mal nourris, bah, ils ne pourront jamais développer aller jusqu'au bout de leur potentiel d'intelligence, malheureusement. Ils seront nécessairement limités. Ça, c'est tragique. C'est vraiment tragique. On vit aussi dans un monde de plus en plus stimulant. Euh, alors, la télé, ça peut paraître abrutissant. D'ailleurs, moi, j'avais un débat avec ma tante qui était instite, et je lui disais, mais en fait, avec la télé, ça nous a rendu quand même débiles, non? Et elle me dit, bah, figure-toi que, en fait, nous, avant la télé, les gens, bon, il y avait les livres, mais ils étaient moins exposés à ce qui se passait dans le reste du monde. Une girafe, ils n'en avaient jamais vu. Alors qu'en fait, avec la télé, tu es stimulé, tu peux voir plein de choses, ça t'ouvre quand même l'esprit. Et donc, a priori, même s'il peut y avoir des inconvénients, il y a aussi des effets positifs à avoir de plus en plus de stimulation. Donc, ça a pu aider. Aussi, la conscience des parents. Les parents font beaucoup plus attention à l'éducation de leurs enfants, ils les frappent moins, ils les laissent moins s'ennuyer. Parce que des fois, les enfants, on les laissait dans un coin ou les enfermer même dans une chambre toute la journée. Enfin bref, c'était pas forcément rose l'enfance des enfants, on va dire en moyenne, hein, au début du 20e, VS la fin. Donc ça a été un continuum. Mais plus on a progressé au cours du 20e siècle, plus on s'est soucié de l'éducation des enfants pour les parents. Et donc, ça a eu un effet sur l'épanouissement intellectuel de ces enfants. On a pu révéler bien plus notre potentiel d'intelligence. Donc, on est génétiquement, de par la loterie génétique, avec un potentiel d'intelligence à la naissance, euh, mais on va pouvoir le révéler plus ou moins en fonction bah voilà, de la nutrition, de comment s'est passée la grossesse, de comment j'ai été stimulé, de si je suis allé à l'école, etc. Et c'est ça qui a impacté le succès au QI. C'est parce qu'on s'est amélioré sur tous ces éléments qu'en fait, on a pu être bien meilleur au test de QI plus le XXe siècle a avancé. Donc c'est Ok. positif. C'est positif. Ouais. Sauf qu'à partir de 1990, même si je te dis tendanciellement, le potentiel d'intelligence à la naissance, lui, il a décliné depuis 10 000 ans. Mais bon, on a largement de la marge, pas de problème. Par contre, depuis 1990, là, on constate que les tests de QI, en fait, les résultats cessent d'augmenter, voire même diminuent. L'intelligence redescend, tel que mesuré au test de QI. Et alors là, et c'est assez flagrant, on le voit partout. Et la question, mais c'est pourquoi? Et donc là, il y a plusieurs hypothèses qui sont évoquées. Alors d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'on se disait, mais au départ, c'était ta question au tout départ. Tu vois, j'ai fait une énorme digression, mais je trouvais que c'était intéressant de les faire. Euh, alors, les raisons évoquées, c'est que peut-être que les fœtus seraient plus exposés, les enfants, aux perturbateurs endocriniens. Donc, c'est une des théories. Ça pourrait justement avoir un impact sur le développement de notre cerveau. Ça pourrait justement, voilà,
l'usage malheureusement d'Internet et de ces applications avec toutes ces notifications qui nous empêchent de se concentrer. Euh, le fait qu'on se repose de plus en plus sur la machine, parce que en fait, le rapport à la machine, on va dire, il est presque double. C'est que d'un côté, on va être assailli de notifications, on n'arrive plus à se concentrer sur rien, et de l'autre, en fait, on va se reposer sur la machine pour toutes sortes de travaux, notamment tout ce qui est se repérer dans l'espace, donc on ne peut plus se perdre. Et aussi, alors c'est bête, mais le calcul mental, grâce aux calculettes. Donc ce genre de prothèses qui viennent nous aider, qui font qu'on a moins besoin de réfléchir. Alors, après, ceux qui ont vraiment envie de servir leur cerveau et qui font attention à ne pas tomber dans ces pièges, en réalité, toutes ces prothèses techniques dont on s'entoure, en fait, peuvent démultiplier ton intelligence. Je crois que c'était Steve Jobs qui disait que l'ordinateur, c'est l'équivalent d'une It's a bicycle for the mind. C'est en gros un vélo pour l'esprit. Au sens où un vélo, en fait, il n'y a pas de moteur, ça nous permet d'aller plus vite avec nos seuls muscles. Donc c'est un objet incroyable. Sans utiliser l'énergie, l'essence ou autre, juste avec ma même énergie, bah, je vais plus vite qu'en courant en vélo. Et donc ces outils, et notamment l'ordinateur, ce serait la même chose pour notre intelligence. Ça démultiplie notre intelligence. Et c'est vrai que je me sens plus intelligent quand j'ai accès à Internet et que je peux vérifier l'information instantanément, que je peux me servir d'Internet pour faire un calcul compliqué que sinon j'aurais pas pu faire et qui me permet d'avancer dans ma réflexion. Donc on se sent plus intelligent si on le souhaite grâce à la technique. Mais par contre, si je suis privé de la technique, alors là c'est la catastrophe. Je suis en panique, je ne sais plus me repérer, je ne peux plus faire un calcul. Donc, c'est un peu vraiment tout le dilemme. On a trop pris l'habitude en fait de se reposer complètement dessus au lieu de que ça vienne juste en aide, quoi. Exactement. Et donc là, je vais repartager aussi quelques slides. Hop, et quelques graphiques. Alors, voilà. Donc là, en fait, on voit la performance à des tests de réflexion et des résolutions de problèmes chez des adolescents à gauche et chez les adultes à droite, avec une évolution dans le temps, dans plusieurs catégories. Alors à gauche, c'est pour les sciences, la lecture, les maths. Donc là, on voit où on en était en 2006. Alors évidemment, le score en lui-même ne nous parle pas, mais ce qui compte, c'est l'évolution du score. On voit qu'il y a une baisse claire depuis 2006, qui s'accélère, on va dire, à partir des années 2010, chez les adolescents. Chez les adultes, pareil, début des années 2012. Et en fait, pour numeracy, c'est le fait, voilà, l'aisance avec les chiffres et puis la lecture, la capacité à comprendre ce qu'on lit, à savoir lire, à comprendre ce qu'on lit. Donc on voit que ça chute. Là, on va avoir des graphiques qui montrent en fait le pourcentage des adultes qui ont des problèmes pour traiter l'information, que ce soit de l'information chiffrée ou de l'information écrite, donc plus littéraire, donc des textes. On voit que ce soit l'OECD, c'est OECD, c'est l'OCDE, c'est un ensemble de pays a priori développés et riches, donc les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas. Donc on voit partout que la proportion des adultes qui disent avoir du mal à comprendre les chiffres et les lettres, alors les lettres au sens de le texte, un texte écrit, on voit que cette proportion, elle augmente, pareil, depuis 2004, et ça semble s'accélérer à partir de 2010. C'est assez étonnant. Et le dernier graphique, là, sont les adultes, oh non, pardon, comment dire, les adolescents de 18 ans qui expliquent avoir du mal à se concentrer et à apprendre tout simplement. Donc le pourcentage de ceux qui avouent avoir du mal à se concentrer et à comprendre de nouvelles choses, pareil, on voit que ça, à partir de 2010, ça augmente. Donc alors là, il y a plusieurs théories aussi, mais celle qui semble la plus plausible et celle vers laquelle semble pointer le plus de monde, ce serait voilà, l'essor des téléphones portables et d'Internet sur le téléphone portable et de toutes les applications et toutes ces notifications. Donc en gros, les réseaux sociaux, le scrolling sans fin, les notifications qui en fait nous empêchent de nous concentrer. Les enfants ne peuvent plus faire leurs devoirs parce qu'ils ont le téléphone qui sonne toutes les 30 secondes. On n'arrive plus à se concentrer. De plus en plus rares sont ceux qui arrivent à lire un livre du début à la fin parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Notre cerveau a trop pris goût à ces applications qui nous fournissent des petits morceaux de contenu, de courtes vidéos qui s'enchaînent comme ça à l'infini. Et on a besoin comme ça d'assouvir cette soif de dopamine et on n'arrive pas à le faire si on se concentre sur un texte ou un livre pendant des heures.
Alors, on n'est pas C'est vrai que au piège. ça me fait penser, pardon, je te coupe, que moi, par exemple, j'ai commencé à utiliser Instagram en 2012. Je crois que c'est vraiment vers 2011-2012 qu'Instagram s'est vraiment bien sorti. Et c'est depuis, enfin, je pense que c'est à peu près depuis Instagram que vraiment on a du coup du contenu. C'est même pas à la demande, c'est on se prend du contenu toute la journée et ça nous abrutit, quoi. C'est ça. TikTok, c'est encore pire. Donc, on est passé des contenus longs et écrits à des contenus plus brefs, Twitter et vidéo, TikTok, euh, euh, Mm. sous forme de scroll. On peut scroller sans fin, sans s'arrêter. C'est abrutissant. Alors après, c'est juste abrutissant, c'est un mot qui est subjectif parce que c'est abrutissant par rapport au paradigme d'avant, hein, par rapport au modèle d'intelligence qu'on avait jusque-là, par rapport à la somme des capacités cognitives qu'on avait posées sur un piédestal. Mais peut-être que dans le monde de demain, au final, tant pis pour les longs textes, et peut-être que se former en regardant plein de petites vidéos, ça marche très bien, puis ça peut peut-être montrer de la polyvalence ou la capacité de sauter du coq à l'âne. Je sais pas, je suis très sceptique personnellement. Je pense que Il y a du capable bon à de se... prendre à la ouais, fois. Ouais. possiblement, mais je suis quand même très inquiet, parce que je pense qu'être capable de se poser, de se concentrer, de réfléchir à un texte comme ça dans la durée sans être interrompu, je trouve que c'est fondamental pour produire une réflexion de qualité bien structurée. On ne peut pas produire quelque chose de structuré, de vraiment poussé, juste en faisant du saupoudrage ou en sautant du coq à l'âne ou voilà, en passant d'un micro-contenu à un autre micro-contenu. Ça me paraît difficile. Donc, je suis très, je suis très circonspect quant à ce qui va se passer pour la suite. Mais voilà, sans doute que pour s'épanouir dans le monde de demain, on aura besoin d'autres capacités cognitives que celles qu'on a connues et qu'on a idéalisées, euh, on va dire, ces dernières décennies, et qui sont elles-mêmes différentes de celles qui étaient cruciales au temps des chasseurs, hein, au temps du néolithique, au temps des hommes préhistoriques. Donc on voit là vraiment l'évolution, donc un déclin de enfin, une évolution de l'intelligence, mais un déclin d'un certain nombre de capacités cognitives. Et encore une fois, depuis 10 000 ans, une baisse de la taille du cerveau. Alors évidemment, depuis un siècle, on ne va pas mesurer une baisse de la taille du cerveau, mais par contre, depuis 10 000 ans, si, on a perdu l'équivalent d'une balle de tennis. Encore une fois, un Néandertal qu'on a détrôné avait un plus gros cerveau que nous. Alors après, le cerveau, la taille du cerveau ne fait pas tout, c'est aussi le câblage. Parce que typiquement, on avait peut-être un petit cerveau qu'un Néandertal, mais a priori, il y a un câblage qui s'est fait différemment dans notre cerveau, peut-être une meilleure dégradation, plus de connexions entre les neurones, parce que c'est pas que la somme de neurones, c'est aussi le nombre de connexions entre eux et comment ils se connecter. Et puis aussi des mutations au niveau des cordes vocales ont fait qu'à un moment donné, on a pu mieux communiquer. Mais ça touche à ce que je disais sur la socialisation. Le fait qu'on est devenu vraiment des êtres sociaux plus que toute chose. Et c'est ça qui a permis l'essor de la culture. Alors voilà, d'abord au début de la tribu, sous la forme de coutumes, de récits oraux, d'histoires, et puis progressivement, on a densifié cette culture avec l'apparition des religions, des lois, voilà, les gouvernements. Donc évidemment, ce processus a pris des siècles, mais on a pu délester comme ça à la culture une grande partie de notre intelligence. On n'avait plus besoin d'être si intelligent que ça à titre individuel, en moyenne. Par contre, l'humanité, dans son ensemble, elle était bien plus intelligente, puisqu'on a réussi à aller jusqu'à mettre des hommes sur la Lune. Encore une fois, c'est assez dingue quand on y pense. Donc voilà. C'est Ouais, intéressant. Tout ce sujet-là, tout ce que tu as abordé aujourd'hui, c'est assez impressionnant. C'est vrai que je ne m'étais jamais trop penchée sur. C'est vrai que comment on est pas. Enfin, on l'apprend un petit peu, mais dans les grandes lignes, sur comment on est passé déjà du singe à ce qu'on est aujourd'hui. Mais les exemples que tu as donnés, ouais, c'était alors, il y a vraiment une dernière très intéressant. considération qui est un peu moins drôle. Alors, l'intelligence, comme je te disais, il y a ce potentiel d'intelligence que tu obtiens à la naissance. Et puis après, il y a comment tu vas le révéler par rapport à voilà, ta socialisation, ta nutrition, etc., ta scolarisation. Euh, il se trouve que le potentiel d'intelligence, il est quand même assez largement définie par la génétique et héritée. On considère que, en gros, ton intelligence, encore une fois, c'est un concept protéiforme, mais elle est à 50% héritée. Ce qui veut dire que c'est un peu malheureux parce qu'on a envie d'être dans un monde purement méritocratique et autres, mais les gens qui sont, Mm. d'après les critères du moment, considérés comme très intelligents, a priori, ils vont avoir plus de chances d'avoir des enfants intelligents que les autres. Après, c'est pas complètement déterminé. Il y a aussi le hasard des mutations, tu sais, quand tu as un enfant, etc. Donc ça peut aussi s'inverser, mais il y a quand même un déterminisme de ce point de vue-là. Et une des théories que certains avancent, c'est que euh, parmi les femmes les plus intelligentes et éduquées, en fait, ces femmes-là font de moins en moins d'enfants.
Donc, si tu veux, Ok. si les femmes les plus intelligentes, encore une fois, j'ai du mal à utiliser ces mots parce que j'ai pas envie de dénigrer quiconque, mais sur la base de comment on mesure l'intelligence aujourd'hui, avec le QI par exemple, ce qui est très limité pour plein de raisons, bah, les femmes qui ont les plus hauts QI, si elles font moins d'enfants que les autres, et que en fait, derrière, il y a une partie qui est héritée, bah, ça fait que derrière, les nouvelles générations vont être un peu moins intelligentes. Alors, ça se mesure pas à l'échelle, ça peut pas expliquer ce qu'on constate depuis 2012, ce que je dis, parce que là, ça joue peut-être un peu plus à la marge sur le temps long, mais ça peut pas expliquer l'énorme chute qu'on constate, enfin l'énorme, c'est relatif, mais depuis 2012, qui a priori est vraiment à mettre sur le compte de l'utilisation de ces nouveaux outils digitales. Alors, moi, il y a une expérience qui m'a vraiment troublé, c'est que par exemple, on prend deux jumeaux, donc qui partagent les mêmes gènes. Alors après, c'est pas que les gènes, parce que s'ils sont nés donc, en tant que jumeaux de la même maman, ils partagent aussi la grossesse. Au-delà des gènes, ils partagent la grossesse. Et on sait que tu as les gènes, mais tu as l'épigénome. L'épigénome, c'est parmi tes gènes ceux qui vont s'activer ou pas. Et donc, il y a déjà une partie de ça qui s'active pendant la grossesse en fonction de comment se passe la grossesse. Donc, bon, des jumeaux qui ont partagé, qui partagent les mêmes gènes et qui ont partagé la même grossesse, tu les sépares à la naissance dans deux familles. Et ben, en fait, quand tu mesures leur intelligence à l'âge adulte, alors qu'ils ne sont pas vus, et ils ont grandi dans deux familles différentes, tu vois, tu mesures leur intelligence à l'âge adulte par les tests de QI, bah, elle est assez corrélée, tu vois. Elle est assez corrélée. Et inversement, dans une même famille, tu as un des deux jumeaux qui a grandi avec quelqu'un qui n'est pas son frère, on va dire, biologique, tu vois. Donc, ça peut être quelqu'un d'une autre famille qui a grandi avec lui. Donc, il a grandi dans le même foyer. Donc on pourrait se dire, ah bah voilà, c'est la même éducation, la même école, les mêmes parents, et ben en fait, leur intelligence à ceux qui ont grandi dans le même foyer vont être beaucoup moins corrélée que celle de deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Donc t'imagines, ça veut dire Ok, que donc toute l'éducation que les parents, c'est ça peut pas suffire à compenser d'une certaine manière l'écart qu'il peut y avoir à la naissance entre des gens. Parce qu'on on est jumeaux, on est séparés, on est élevés à différents endroits. Ben, en fait, on va une fois mesuré à l'âge adulte, en fait, on va considérer qu'on est plus proche en termes d'intelligence que ceux qui ont grandi ensemble. Donc, tu vois, donc en fait, c'est vraiment l'hérédité et la il y génétique a qui jouent pas que, principalement, mais il y quoi. a une grande partie. Et donc, ça fait peur parce que du coup, tu te dis, ouais, si les femmes, alors il faut regarder ce qui se passe chez les hommes, mais si les femmes, on va dire, les plus intelligentes, en fait, font beaucoup moins d'enfants que les autres, sur le temps long, ça peut être un problème. Mais bon, on peut pas Ouais. faire bien grand-chose a priori. Et c'est plus que de toute façon éclipsé par ce qui se passe avec les nouvelles technologies de toute façon. Donc c'est juste une considération supplémentaire à avoir, quoi. Ok. Voilà. Bah, on a Bon, ben, voilà pour aujourd'hui. c'est- c'était super intéressant. Bah, merci. Euh, voilà. Stop.